J'aurais une question sur la folie. J'ai un ami de longue date qui, comme on dit en québécois, qui pète une coche en ce moment, qui est interné, puis qui est sous médication, puis il m'appelle au secours. Puis je le vois régulièrement, et puis ces contacts-là, j'essaie d'amener, comme je suis en présence avec quelqu'un de complètement paniqué, puis j'ai pas rien à dire, j'ai pas rien d'autre à apporter que du repos, de la tranquillité, autant que je peux, mais je m'aperçois que ça me fait paniquer de voir cet être effrayé. Je m'aperçois qu'il m'effraie. Il est là pour vous. Il est là pour vous. Il est là pour vous montrer qu'il y a encore cette peur en vous, cette folie en vous. C'est ça que vous devez écouter. Beaucoup plus que cet ami. Cet ami vous fait le cadeau de vous montrer qu'il y a une peur en vous. Voilà. Il a rempli son rôle. Écoutez cette peur. Cette peur, c'est pas quelque chose de négatif. C'est pas quelque chose qui vous empêche. Cette peur, c'est ce que vous devez écouter pour vivre. Tant que vous ne l'écoutez pas, cette peur empêche de vivre. Parce qu'elle n'est pas là uniquement quand il y a cet ami, elle est là tout le temps. Mais cet ami vous permet de la voir. Donc vous dites merci à l'ami de sa crise de folie et donnez-vous corporellement à ce ressenti. Vous êtes intelligent, vous avez compris que comprendre ne sert à rien. Donc n'essayez pas de comprendre cette peur, n'essayez pas de l'accepter, accepter ou refuser ne sert à rien. Ressentir. Corporellement, comment ça se présente? C'est chaud, c'est sec, c'est humide, c'est lourd, c'est léger, c'est gris, c'est obscur, c'est gluant, c'est pesant, c'est en mouvement, c'est immobile, etc., etc. Laissez la peur parler. Pour que la peur parle, il faut vous taire de tout savoir sur la peur, de tout espoir de ne pas avoir peur, de toute justification de la peur. La peur parle, vous écoutez. Une fois, 2 fois, 100 fois. Vous avez toute votre vie. Chaque fois que vous allez voir cet ami, vous allez sentir cette peur qui est là. Vous allez avoir une espèce de double foyer. Quand vous allez être avec lui, vous l'écoutez. Vous voyez à son visage, à ses épaules, à son souffle, à tout son corps, cette peur qui l'habite. Vous voyez l'effet des médications, de l'environnement carcéral, psychiatrique, et en même temps votre peur. Vous avez la capacité d'avoir cette double attention. Et soyez au moins aussi attentif sur votre propre peur. Déjà quand vous rentrez dans l'hôpital, qu'est-ce que ça vous fait? L'odeur des médicaments, le bruit des démons, les médecins, ceux qui sont comme ceci, ceux qui sont comme cela, comment ça vit en vous. Mais quand vous rentrez chez vous, c'est là où vraiment les choses vont se passer. L'ami est plus là, la peur s'est réduite, mais, comme on disait à madame tout à l'heure, la peur est toujours là. Voilà. Alors là, il faut l'écouter, et c'est le même processus. Il n'y a rien à faire pour cet ami. On ne peut pas faire quelque chose pour quelqu'un. Vous pouvez, ce que vous avez dit, écouter. Cherchez pas un résultat. Parce que vous ne pouvez pas savoir ce qui est mieux pour lui. Pas de peur des médications, pas de peur de l'hôpital psychiatrique, pas de peur de la folie. Ces choses-là ont leur place, c'est comme ça. Ce n'est pas la peine en plus d'en avoir peur. Soyez présents, tactilement, corporellement, à votre propre émotion à ce moment-là, et vous allez voir, des fois votre émotion va vous faire le toucher ou non, va vous faire lui parler ou non, va vous faire des fois aller le voir ou pas aller le voir. Mais c'est pas parce que vous n'allez pas le voir que vous n'allez pas le voir. Des fois vous restez chez vous et vous êtes avec lui, c'est pas la peine d'aller le voir. D'autres fois, il n'y a pas de règle. La règle c'est d'écouter. Et vous trouverez une fonctionnalité qui peut s'incarner en discussion avec l'environnement psychiatrique. Toutes les actions sont possibles. Mais cela va venir
du ressenti. Et surtout pas de... Attention de ne pas rentrer dans l'élément psychologique, d'être triste pour votre ami. Il n'a pas besoin de ça. Lui, il est peut-être triste d'être à l'hôpital. Lui, il est peut-être triste d'avoir un problème. Il a besoin de quelqu'un de gai, qui veut le voir, d'heureux, pas de quelqu'un de triste. Donc quand vous voyez quelqu'un de triste, vous devez être heureux. C'est votre rôle civique. Vous n'êtes pas capable, vous n'allez pas le voir. On ne veut pas un médecin qui pleure autour d'un malade. Donc, en laissant vivre en vous cette peur, cette folie, il n'y a que la vôtre. Il n'y en a pas d'autre. Tout ce qui vous fait peur, c'est à vous. Personne ne peut vous faire peur. Il n'y a que vous-même. Chacun le fait très bien. Vous allez trouver une écoute avec cette personne et vous allez voir une joie de le voir. Une joie de le voir quand il est triste, quand il est malheureux. Et ce n'est pas une joie parce qu'il est malheureux, mais c'est une joie parce que c'est la vie. Vous n'êtes pas omniprésent, omnipuissant, omniscient pour savoir ce qui est juste ou non, ce qui est approprié ou non. L'hôpital psychiatrique n'est pas un échec. Celui qui meurt, ce n'est pas un échec. Une grande piscine, ce n'est pas une réussite. À un moment donné, on n'a plus de critères. Les critères, c'est la vie. Vous avez un ami à l'hôpital psychiatrique, vous allez le voir. Mais vous avez un ami qui achète une nouvelle piscine, une nouvelle voiture, une nouvelle femme, vous allez le voir. Mais il n'y a plus d'éléments psychologiques. C'est pas négatif l'hôpital psychiatrique, c'est ce que c'est. Si vous avez un ami qui a un cancer, c'est pas négatif, c'est ce que c'est. Les choses sont neutres. C'est la personnalité, c'est la peur qui nous fait trouver magnifique cette chose et dramatique telle autre. Les choses sont neutres. C'est le psychisme qui invente des victoires et des défaites. Il n'y a que la vie. Donc, quand vous y allez, il faut vraiment y aller librement. C'est pas dramatique. Joyeusement. Vous voyez la créativité de la vie. Elle est également là. Oui, il a une crise de démence. Oui, il souffre. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres moments qui sont peut-être cachés. Il n'y a rien de totalement négatif ou totalement positif. Donc quand vous êtes avec quelqu'un complexe comme ça, c'est votre écoute qui va vous permettre de trouver une profonde neutralité. La neutralité est positive. Il n'y a rien d'autre qui soit positif. Mais si vous y allez avec la tristesse, à ce moment la tristesse devient votre sujet de contemplation. Vous rentrez dans l'hôpital, vous êtes pris par la tristesse, arrêtez-vous, asseyez-vous dans le hall et sentir cette tristesse, cette peur, sans commentaire. On ne demande pas de ne pas être triste, mais être disponible à la tristesse. La tristesse, c'est acide, c'est aigu, c'est lourd, c'est pesant, c'est gluant, c'est étouffant. Vous laissez la tristesse vous parler. Vous allez voir, la tristesse va monter, 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 et puis quelque chose va se vider. Puis de nouveau vous regardez, vous voyez un cas psychiatrique qui se passe là, de nouveau il y a l'émotion, la tristesse. Alors asseyez-vous. Les fauteuils sont faits pour ça. Et laissez de nouveau la tristesse monter, monter, monter. Ça va aller plus vite cette fois, et ça va descendre. Une fois, deux fois, trois fois, allez en avance. Et quand vous allez arriver dans votre ami, vous ouvrez la pièce, et vous allez le regarder. Comme il n'est pas comme il devrait être, pas comme il devrait être selon vos critères bourgeois, qu'il devrait... non, il ne devrait rien. Il est comme il doit être, dans l'instant. Donc, c'est ça qu'il faut explorer. Le problème est toujours le vôtre. C'est jamais le problème de l'ami. L'ami n'a pas de problème. C'est à vous de résoudre votre problème. Votre problème, c'est d'imaginer que la vie pourrait être autrement que ce qu'elle est dans l'instant, dans ce cas-là. Et quand vous allez voir votre ami, sans la moindre opinion, sans le moindre dynamisme qui devrait être autrement, ce serait mieux qu'il soit autrement. Vous allez voir quelque chose se passe chez cet ami. Un instant, on ne lui demande plus rien. Et quand on ne demande plus rien, un cas psychiatrique, quelque chose se passe. Mais si on lui demande,
de changer, de ne plus être comme ça, être moins colérique. Bien sûr, les choses s'aggravent. L'environnement psychiatrique ne peut pas se permettre ça. Ce n'est pas une acquisition. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'argent. Mais c'est la non-demande qui guérit l'environnement. Donc pour ça, il faut d'abord la vivre en vous. Et ensuite, cette non-demande va profondément toucher l'environnement, y compris votre ami. Quand il va vous voir heureux, il est dans sa tristesse, il est des moments dans ce semi-démence, il va vous voir heureux tout court. Il n'est pas séparé de vous. Votre bonheur, ce n'est pas le vôtre, c'est également le sien. Et ça peut résonner en lui. Mais s'il vous voit avec des yeux misérables, de le voir si misérable, alors là, on vous dit, c'est pas la peine d'aller le voir. J'ai une question. En fait, j'aimerais savoir comment on peut faire pour être constant. Pour être constant dans sa démarche, pour vraiment vivre dans le moment présent. Sans faire d'efforts. Sans avoir à passer par le yoga, la méditation, tous ces trucs-là. Moi, j'ai l'impression que plus je m'instruis, plus j'évolue, plus je vois des failles dans la vie, plus je suis conscient et plus je trouve ça difficile d'avoir vraiment des idées fixes. Alors, j'ai besoin de me faire éclairer là-dessus parce que je trouve que c'est toujours un combat ultime de toujours essayer de vivre dans le moment présent. Pourquoi vous voulez avoir des idées sur quoi que ce soit? À quoi vous servent des idées? Vous n'avez pas besoin d'idées pour vivre. Vous n'avez pas besoin d'avoir une opinion sur quoi que ce soit. Les voisins en ont assez. Laissez vos enfants, laissez votre femme, votre maîtresse, votre chien, le voisin, vos parents avoir des idées. Laissez les hommes politiques avoir des idées. Mais vous n'avez pas besoin d'idées pour vivre. Vous n'avez pas besoin d'une idée pour s'occuper d'un enfant, vous n'avez pas besoin d'une idée pour aller travailler, vous n'avez pas besoin d'une idée pour jouer au tennis. Vous n'avez pas besoin d'idées pour vivre. C'est la personnalité, ce besoin de trouver une sécurité qui semble impliquer que je dois avoir une idée sur tout. Vous n'êtes pas obligé de savoir ce qui est mieux pour tel ou tel pays, économiquement, militairement, stratégiquement. Vous n'êtes pas obligé de vous nourrir de ramassis d'informations de seconde main, et d'en changer régulièrement. Vous n'êtes pas obligé d'avoir de nouvelles idées. On peut dire, familiarisez-vous avec le fait de ne pas avoir d'idées. Quand vous écoutez des gens qui parlent, vous comprenez très bien pourquoi celui-là, bien sûr, a cette idée. Regardez la forme de sa tête, regardez comment il fonctionne, regardez ses lectures, regardez ce qu'il aime au cinéma, regardez ses parents, ses grands-parents, regardez où il est né. Bien sûr, il a ces idées-là. Et l'autre qui a les idées opposées, regardez également comment il fonctionne, regardez sa respiration, regardez... Et bien sûr, il a ces idées-là. Ils ont raison tous les deux. Ils ne peuvent pas avoir d'autres idées que celles qu'ils ont dans l'instant. Mais à un moment donné, vous n'avez pas besoin d'avoir une idée. Vous pouvez avoir plus de facilité avec telle idée que d'autres, selon où vous êtes né, selon vos lectures, selon vos expériences. Mais à un moment donné, vous n'allez plus être collé à vos idées. Donc vos idées sont légères pour vous. Vous savez très bien que celui qui a des idées opposées, ben, si vous étiez né où il est né, si vous avez lu ce qu'il avait lu, si vous avez vu les mêmes expériences, vous avez l'idée opposée. Donc, vous avez toujours une forme de facilité pour une culture par rapport à une autre, pour une musique par rapport à une autre, pour un style de cuisine par rapport à une autre. Mais à un moment donné, vous allez devenir très très souple. Et où vous vous trouviez, vous allez toujours pouvoir vous sentir harmonieux. Dans un pays communiste, dans un pays fasciste, dans un pays libéral, dans un pays riche, dans un pays pauvre. Vous comprenez les gens qui sont communistes, vous comprenez ceux qui sont fascistes, vous comprenez celui qui pense n'a pas d'autre solution que de penser ce qu'il pense. Si vous prenez 3 LSD, vous n'avez pas d'autre solution que de penser ce que vous allez penser. Si vous voyez votre famille massacrée devant vous, vous n'avez pas d'autre solution que de penser ce que vous allez penser.
la pensée est uniquement conditionnée à 100%. Donc, vous allez voir, c'est pas important ce qu'on pense. Ça n'a aucune importance ce que vous pensez ou ce que je pense. Mais à un moment donné, vous n'allez plus mettre l'accent sur ce que vous pensez. Et là, vous allez trouver une facilité de vivre. Quand vous ne mettez plus l'accent sur ce que vous pensez et plus l'accent sur ce que pense l'environnement, vous trouvez une forme d'harmonie. Il n'y a rien qui vous gêne. Celui qui pense de telle manière a bien le droit de penser de telle manière. Il n'y est vraiment pour rien. Et du fait que vous-même, vous n'allez plus réagir à telle ou telle manière de penser ou d'être, on peut dire que votre non-pensée va affecter l'environnement. Et les gens qui vont vous rencontrer avec des certitudes, avec des savoirs très affirmés, du fait que vous n'allez jamais les mettre en question, parce qu'il n'y a rien à mettre en question. Celui qui pense telle chose doit le penser. Mais du fait que vous-même, vous n'allez jamais finalement vous référer à une idéologie, à une pensée, petit à petit votre environnement va se trouver déstabilisé et va se mettre à flotter légèrement dans ses convictions. Ça, c'est l'attitude du civisme vis-à-vis de l'environnement. Mais il n'y a pas à faire du yoga, de la méditation. Il n'y a pas à faire des choses. Ces choses-là se font. Il y a des gens qui spontanément sont attirés par le yoga, ou par les arts de combat, ou par le tir à l'arc, ou par l'ikebana, ou par. Pourquoi pas? Tout est beau. Mais on peut être attiré par le violon, par la promenade dans la forêt, par la poésie. Je veux dire, on ne choisit pas sa vie. Ne choisissez pas d'être doué pour la boxe ou pour le violon. C'est le violon qui vous choisit, ou la boxe. Donc, quand vous vous rendez compte qu'il n'y a rien à penser dans la vie, vous allez devenir de plus en plus à l'écoute, non pas de ce que vous pensez, mais de ce que vous ressentez. Et là, vous allez très vite voir quelles sont vos capacités. Vous êtes peut-être fait pour être un militaire, ou pour être un médecin, pour être un infirmier, ou pour être un policier, ou pour être un gangster, ou pour être un banquier. Et vous allez suivre le moindre effort, ce qui est le plus évident. Le bon musicien est celui qui est devenu musicien par évidence, pas par combat. Le bon boxeur devient boxeur par évidence, pas par combat. Bien sûr, pour le voisin qui n'a pas ce même qualification, le musicien qui joue 8 heures par jour, c'est un combat. C'est un combat pour un non-musicien, pas pour un musicien. Et le boxeur qui s'entraîne 8 heures par jour, pour un non-boxeur, c'est un combat. Pour le vrai boxeur, ça veut dire qu'il n'y a pas effort, mais il y a la joie qui sous-tend l'activité. Quand il y a la joie, il n'y a pas d'effort psychologique. Il y a un effort physique. Le boxeur a mal, mais la joie est plus forte que la douleur. Et dans la musique, c'est pareil. Donc l'effort physique, la difficulté physique, ça fait partie de la vie. Quand il fait froid ici, l'hiver, si vous devez déneiger, c'est dur, c'est froid. Ça, c'est la vie. Donc dans un métier, on peut avoir ça. Mais c'est plus psychologique. Ce n'est pas psychologique. Donc, rendez-vous compte, c'est une perte d'énergie de vouloir penser intelligemment. Il n'y a que les gens bêtes qui veulent être intelligents. C'est pas la peine d'être intelligent. L'intelligence, c'est d'écouter la vie. La vie va vous donner l'intelligence nécessaire à fonctionner dans la situation. C'est la vie qui va vous amener peut-être d'être intelligent, si vous en avez besoin dans votre métier. D'être une intelligence fonctionnelle. Quand vous vous couchez le soir, vous n'allez pas être intelligent. Vous n'allez rien être. Parce que toutes les pensées que vous avez, si brillantes soient-elles, le soir, vous allez les laisser. Vous allez les laisser vous quitter. Parce que c'est rien. Ça n'a aucune valeur par rapport à l'extase du sommeil profond, à l'extase de rien être. Il n'y a aucune pensée, il n'y a aucune femme, il n'y a aucun homme, il n'y a aucune patrie, il n'y a rien que vous voyez plus que le fait de ne rien être le soir quand vous vous couchez. Si vous comprenez ça, vous allez voir, la pensée va devenir un vêtement de plus en plus inutile, qui a sa place des fois. Vous pouvez penser, mais vous n'allez plus vous chercher dans la pensée. C'est-à-dire, vous n'allez plus avoir de réflexion sur la vie. Vous n'allez plus vous dire qu'est-ce que je dois faire. Quand je me dis qu'est-ce que je dois faire, c'est que je n'écoute pas. Quand vous écoutez, la vie vous dit quoi faire. Ce n'est pas vous qui trouvez quoi faire, c'est la vie qui vous le dit. Quand vous dérapez sur une route enneigée en roulant trop vite,
vous n'avez pas le temps de vous dire quoi faire. Vous faites, que la vie est action. Il n'y a pas le temps de penser dans la vie. La pensée est trop lente. Donc au plus vous vous libérez de ce réflexe de penser votre vie, qu'est-ce qui est mieux pour moi, qui est une pensée absurde parce qu'il n'y a pas de moi. Donc, toute votre vie, vous pouvez demander qu'est-ce qui est mieux pour moi, et il y aura constamment un conflit, parce que la question ne veut rien dire. Et au lieu de poser cette question, vous allez dire qu'est-ce qui est là, voilà, qu'est-ce qui s'impose dans l'instant. Pas qu'est-ce que je préfère, pas qu'est-ce que je veux, pas qu'est-ce que j'aimerais, donc qu'est-ce qui est là. Et vous allez voir comment vous êtes construit, comment votre système auditif, gustatif, olfactif, sexuel est construit, et vous allez naturellement voir si vous êtes fait pour vivre avec des oies, avec des femmes, avec des hommes, avec une femme, avec 3 femmes, ou si vous devez être un moine. Ce n'est pas une décision, c'est une évidence. Et c'est une évidence de l'instant. L'instant d'après, tout peut changer. Il n'y a pas de certitude dans la vie. Il n'y a rien qui est for granted. Chaque instant, tout est possible. C'est ça qui est beau dans la vie, c'est de rien savoir. Vous n'avez pas besoin de vous préparer au futur. Ce qui vous est nécessaire vous sera donné sur le moment. Tout est bienvenu. La peur est bienvenue. La tristesse est bienvenue. L'agitation est bienvenue. Mais aussi la joie, aussi la tranquillité. Pourquoi vouloir être quelque chose? Toutes les caractéristiques de l'humain sont les vôtres. Vous les avez toutes comme tout le monde. À un moment donné, vous n'avez plus besoin de vous fixer et de dire « je suis comme ça ». Vous êtes aussi comme ça. Vous êtes également tout le reste. Toutes les perversions, vous les avez, moi aussi. Mais toutes les beautés, vous les avez aussi. Donc, pourquoi se restreindre? Pourquoi être quelque chose? Comme quelqu'un qui veut être courageux. Mais c'est beau la lâcheté. Sentir la lâcheté en soi. Comment ça se passe? C'est une expérience profonde. Comme la tristesse. C'est pour ça qu'on va à l'opéra voir un Rigoletto et c'est triste. Mais on peut pour aller voir ça. On peut pour sentir la tristesse. Comme quand vous écoutez la musique romantique française. C'est beau la tristesse. C'est beau la peur. C'est pour ça qu'on s'engage dans les parachutistes. Au fond des courses de voiture. C'est beau la peur. Donc toute émotion est profondément belle, profondément joyeuse. Mais vous ne pouvez jamais avoir de futur possible. Vous devez vous familiariser avec un non-savoir. Cette totale insécurité, à un moment donné, vous allez le sentir comme une sécurité. Et tout ce qui serait sécurité, tout ce qui serait « je suis comme ça », voilà, ça c'est ma vie, je suis fait pour ça, à un moment donné, vous ne va pas être complètement insécurité, parce que c'est faux. C'est vrai sur l'instant. Mais vous ne pouvez pas savoir demain. Donc vous devez vivre dans une totale insécurité mentale. C'est ça qui va ouvrir en vous une immense sécurité affective. Pas la sécurité de quelque chose. C'est pas la sécurité que votre maîtresse soit fidèle. Il y a peu de chance. Mais c'est la sécurité de ne pas avoir besoin d'autre chose que ce qui est là. Et profondément, intensément. Et de savoir que quand vous avez une maîtresse fidèle, il y a une joie de la vie, mais quand elle vous quitte, vous allez voir la joie ne vous quitte pas. Il y a autre chose pour vous à explorer. Donc ça vous amène à une souplesse. Mais il n'y a rien dans la pensée. La pensée est mièvre, la pensée est répétitive. Il y a des grands penseurs dans la vieille Europe, il y a des gens très malheureux. L'intelligence de la pensée sont médiocres. Ça ne sert à rien. La pensée sert à penser. Mais ce qui vous habite est plus profond que la pensée. Donc, en quelque sorte, c'est d'être indifférent face à tous les cris d'alarme qu'on parle de la Terre, des changements, de l'évolution, de se ramener au moment présent et arrêter de se battre avec ça. Pas indifférent, mais voir combien celui qui a peur de la pollution, combien celui qui a peur de la violence, combien celui qui a besoin de créer une image d'un monde merveilleux, d'un monde horrible, ne fait que rejouer son monde pathologique intérieur, qui rejoue depuis qu'il a 6 mois, depuis qu'il a 3 ans, depuis qu'il a 5 ans. Et à 35 ans, il joue de manière plus intelligente, avec des concepts plus raffinés, avec des opinions plus magnifiques, plus philosophiques. Mais c'est la même pathologie. Il
Il n'y a pas à avoir peur. C'est pas la peine d'avoir peur de quelque chose, psychologiquement. La peur empêche l'action. Il n'y a pas à avoir peur de la pollution. La pollution, là, elle est comme ça. Ensuite, selon votre intelligence, vous allez participer à la vie. Mais pourquoi avoir peur? Il n'y a pas à avoir peur de quelque chose. C'est une chose qui n'a pas de sens. La peur psychologique. La peur physique est indispensable. Quand un chien vous agresse, c'est un chien fait pour ça. Votre peur physiologique fait que vous allez courir plus vite, frapper plus fort, pouvoir avoir les crocs dans une main, lui déchirer la gorge de l'autre. Vous aurez mal après. Et seulement l'adrénaline, vous allez avoir peu mal. Donc cette peur est indispensable à la vie. C'est un cadeau de la vie, la peur, dans ces circonstances. Mais il n'y a plus la peur d'avoir peur. Et la peur que vous avez est une peur qui est fonctionnelle, qui vous fait agir mieux. Mais si vous avez peur, vous ne pouvez pas bouger. Vous êtes collé au sol. Ça, c'est quand on dit j'ai peur. Mais sentir la peur fait agir plus vite, plus fonctionnellement. Donc quand une émotion est laissée vivre tactilement, cette émotion se réfère toujours à une activité profonde, une activité claire. Mais quand on se colle à l'émotion, quand on dit j'ai peur, à ce moment-là, cette peur vous empêche d'agir. Les savoirs sont indispensables à ceux qui les imaginent. Quand quelqu'un va vous parler de son point de vue, regardez-le profondément. Quand vous voyez un homme politique qui vous vend son programme, il a besoin de dire ça. Qu'il y croit ou non, peu importe, mais il a besoin pour trouver la sécurité qu'il recherche depuis qu'il a 6 mois, de vouloir être élu, de vouloir être approuvé, de vouloir s'enrichir par la politique ou de vouloir aider, ce qui est très rare, l'environnement. Mais dans tous les cas, il est à la recherche de cette même satisfaction qu'il avait quand il était sa mère. Donc, vous comprenez celui qui a des idées, vous le respectez, mais à un moment donné, vous n'allez plus vous chercher à vous situer dans des idées. Vous allez de plus en plus écouter les idées des autres, et vous allez voir combien c'est parfaitement justifié pour celui qui est fasciste, celui qui est communiste, celui qui est ceci ou cela, d'avoir ces idées-là, bien sûr. Regardez la forme de leurs oreilles, bien sûr ils ont ces idées-là. Vous les aimez comme ça. Mais à un moment donné, l'idée d'avoir une idée, ça vous demande, mais qu'est-ce que vous pensez de ça? À un moment donné, vous n'allez pas comprendre la question. Ça ne veut rien dire pour vous. Vous pourrez expliquer ce que pensent vos voisins, vos parents, vos enfants, votre maîtresse, votre chien. Mais qu'est-ce que vous pensez? Ça n'a pas de sens, à un moment donné, comme question. Parce qu'on ne pense pas, on sent les choses. On ne peut pas penser. La pensée misérable n'a pas de vie. La pensée, c'est une répétition, ce que vous avez entendu. Il n'y a pas de pensée créative. Donc familiarisez-vous avec de voir à quel point on passe son temps à vouloir penser, à vouloir se situer dans un créneau, vouloir avoir une direction. Voilà, maintenant c'est une bonne direction. Avant je pensais ça, je me trompais. Non, je pense ça, c'est une bonne direction. Puis après, non, finalement, je dois aller là. Et puis vous allez être constamment en train d'écouter le dernier venu et de suivre des pensées. Je dois voir le mécanisme, on est tous pareils. Il n'y a pas de critique. Je ne peux pas être différent de ce que je suis, mais je peux dans l'instant voir le mécanisme et de plus en plus voir que est-ce que j'ai vraiment besoin de devenir bouddhiste? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'imaginer quoi que ce soit? Et vous allez voir, la vie est tellement riche, André, vous êtes saisi par cette richesse, et il n'y a plus la place pour imaginer. L'imaginaire est mièvre par rapport à la douleur, par rapport au plaisir, par rapport à la joie, par rapport à la tristesse. L'imaginaire n'a pas cette extraordinaire richesse. Moi, il y a quelques mois, le papa de ma fille, avec qui je suis séparée, a demandé la garde exclusive.
Et ma fille a 4 ans et je me dis, là en entendant tout ça, dans une semaine je vais me retrouver devant un juge, dans un monde où il faut argumenter, il faut avoir une stratégie, etc. etc. Je me demande où est la place là de ma croyance que ma fille serait mieux avec sa maman, donc avec moi, où est la place de l'attachement que je ressens pour ma fille, où est la place de mon argumentation par rapport à cette idée-là que je veux faire entendre à un juge. Vous ne pouvez pas faire autrement que de penser ce que vous pensez. Vous pensez que votre enfant est mieux avec vous, votre mari doit penser la même chose. Vous devez être honnête avec votre pensée. C'est votre pensée. Elle ne mérite pas d'être justifiée, approuvée, c'est la vôtre. Telle ou telle stratégie va se révéler anti-stratégique. Donc vous pouvez, si votre avocat mérite sa nom d'avocat, l'avocat doit savoir comment elle le juge, quel est son état psychologique, en tout cas sa ligne générale, et vous allez préparer des éléments qui résonnent de sa ligne. On ne vous demande pas ce que vous pensez, le juge n'a pas le temps de ça. Le juge n'a pas le temps d'étudier votre cas. Il n'a pas le temps, ce n'est pas de sa faute, il n'est pas assez payé, il a quelques minutes pour comprendre une vie ou plusieurs vies. Donc il est obligé de regarder superficiellement. Vous devez avoir l'intelligence de présenter des choses superficielles, c'est-à-dire qui peuvent rentrer dans la tête d'un juge en quelques minutes. On ne vous demande pas un trésor d'intelligence, le juge n'a pas le temps de se rendre compte. Les arguments s'annulent les uns les autres. Le juge va donner un jugement sur une impression. Donc vous devez être fonctionnel avec ça. Pas la peine d'étayer un dossier de manière profonde pour un juge qui n'aura pas le temps d'en voir la profondeur. Mais la grande stratégie de la vie, c'est d'écouter. Et donc, c'est quand vous allez voir le juge que tout va se jouer. Donc bien sûr, cette écoute commence avant. Dans cette écoute, vous allez voir les dossiers, si vous avez accès, que présente votre mari, vous êtes intelligent, vous savez un peu ce qu'il prépare, comment il fonctionne, vous le connaissez, vous savez qui va faire des attestations dans un sens, etc. C'est uniquement un problème d'écoute. De penser absolument que votre fille est mieux avec vous, vous devez le respecter, mais je dirais que ce n'est pas un cadeau, au niveau purement stratégique. Parce que si vous pensez ça, vous avez peur du contraire. Vous avez peur du contraire, la peur vous lève des capacités d'action. Si éventuellement vous alliez vous familiariser que ce qui arrive est profondément inévitable, que si votre fille doit aller avec vous, elle ira avec vous, si elle doit aller avec votre mari, elle ira avec votre mari, et que les choses ne sont pas forcément jouées définitivement, vous aurez une meilleure capacité d'action. Mais si elle a peur qu'elle aille dans un sens, cette peur vous fera faire un dossier moins clair. C'est pour ça que des hommes d'affaires investissent mieux l'argent de leurs clients que leur propre argent, parce qu'ils sont moins liés au résultat. Mais c'est inévitable pour vous d'avoir une idée là-dessus, vous devez le respecter. C'est une écoute. C'est vraiment une écoute de la situation. Dans la stratégie à sa place, mais ce n'est pas une stratégie psychologique. Vous devez faire les choses, vous avez cette idée, vous allez essayer d'avoir votre fille, voilà, c'est fini. Je dirais, laissez ces idées de côté. Faites un dossier fonctionnel, mais la peur de perdre lève beaucoup de capacités. Il faut être souple dans un dossier. C'est plus, des fois, l'intonation de la voix qui va jouer pour un juge que ce qu'on dit. Ça, vous ne pouvez pas le préparer. Par contre, si vous sentez en vous un état émotionnel, ce que vous pouvez faire fonctionnellement, c'est de préparer à froid la situation. C'est-à-dire, vous connaissez dans le palais de justice, je ne sais pas comment ça fonctionne au Canada, mais en tout cas le lieu où il y a la réunion avec le juge. Si vous sentez votre mari est plus malin que vous, où il a plus d'arguments, où il est plus riche, où il a
peu importe. Vous pouvez très bien être chez vous, vous êtes allongé sur votre lit. Je dirais mentalement, levez-vous. Levez votre pyjama, mettez une robe, mettez un chapeau, mettez vos chaussures, mentalement. Ouvrez la porte, descendez l'escalier, allez jusqu'à la voiture, prenez la voiture, suivez le trajet jusqu'à l'endroit de la confrontation avec le juge, garez la voiture, mettez l'argent dans le parc-mètre, montez l'escalier, retrouvez-vous dans le juge et visualisez votre mari là. Éventuellement, il y a une espèce de peur qui va être là, de rancœur qui va être là, d'incertitude. Ça suffit. Vous êtes de nouveau dans votre lit. Faites plusieurs fois ça, mentalement. C'est pas pour arriver à quelque chose, mais c'est ce que fait un artiste quand il a le trac. C'est pas pour mieux jouer, mais c'est pour vraiment sentir la peur. Et quand vous sentez la peur, à un moment donné, vous n'avez plus peur. Donc vous devez plusieurs fois, quand il y a une confrontation dans votre vie, mentalement préparer la confrontation. Pas pour arriver à un résultat. Le but n'est pas, pour moi, d'un sens ou dans l'autre. Mais si vous travaillez comme ça plusieurs fois, quand vous allez arriver à la consultation, vous allez ouvrir la porte, il y aura votre mari, il y aura le juge, et vous serez vraiment froide. Vous serez vraiment capable de voir ce qui est là. Dans l'instant, vous comprendrez le dossier de votre mari, même si vous n'avez pas eu accès. Vous verrez la tête du juge, ce qu'il dit, ce qu'il ne dit pas. Et vous allez vraiment voir si vous devez... Et ce ne sera pas un jeu, ce sera fonctionnel. Si vous devez vous exprimer comme une fable faible et abandonnée, si vous devez au contraire proposer des valeurs de fermeté, d'assurance devant le juge, si vous devez accentuer votre pauvreté financière ou accentuer au contraire votre capacité financière, tout ça vous ne pouvez pas le savoir à l'avance. C'est le juge qui petit à petit va vous le dire, et pour ça il faut vraiment être froid. C'est comme un combat de rue, quelqu'un qui vous agresse, vous ne pouvez pas savoir, vous devez écouter, être présent, c'est ça qui va vous dire ce que vous pouvez faire ou non. La seule art de vivre, c'est l'écoute. L'écoute demande d'être froid. Froid de savoir. Et vous devez négocier ça, je dirais presque oublier votre fille pendant le moment. Parce que vous devez être purement fonctionnel. Votre fille, c'est en plus. Mais s'il y a constamment l'image de votre fille, vous allez être moins à l'écoute du juge. Et vous allez dire, avec l'émotion pour penser à votre fille, vous allez dire ce qu'il ne faut pas au juge. Et le juge suivra ses critères et pensera que vous êtes trop ceci ou pas assez cela. Donc il n'y a que le juge qui compte. Votre mari fait partie de l'élément, mais c'est le juge qui compte. Et ce n'est pas une stratégie, c'est vraiment une écoute. Le juge a besoin d'être rassuré. Voilà, il a appris qu'une femme capable de s'occuper de son enfant devait être comme ça, comme ça et comme ça. Et qu'une femme qui est comme ça n'est pas capable, etc. C'est pas de sa faute, il a appris ça à l'école. Il est tenu plus ou moins par sa fonction de respecter ce qu'il a appris à l'école. C'est pas très difficile de convaincre un juge quand on écoute, quand on n'a pas de savoir. Mais il faut que ce soit froid. Donc, s'il y a une espèce d'élément affectif à l'idée d'aller voir le juge, l'idée que tout va se jouer, travaillez-le à froid. Et tout ne se joue pas là. La vie de votre fille n'est pas suspendue à un juge. Sa vie est une totalité. Il n'y a rien de dramatique dans la vie. C'est nous qui voyons les choses comme dramatiques ou non. Mais c'est même pas une image mentale, c'est un ressenti. Vous allez vous sentir, vous levez, vraiment vous habiller, descendre, prendre le train si vous n'avez pas de voiture, de plus en plus actuellement. Ça doit vraiment... Si vous ne connaissez pas la tête du juge, vous voyez votre mari, vous voyez déjà le choc là, ou soit la peur, ou l'agressivité que vous sentez, ou l'affection que vous avez encore, ou la haine que vous avez, peu importe, tout est bienvenu. Et sentir ça en vous, et tout de suite arrêter.
revenez sur votre lit, il y a encore l'émotion, comme on a dit tout à l'heure. La peur est encore là, ou l'amour que vous avez pour lui est encore là, ou la haine que vous avez pour lui est encore là. Laissez vivre ça. Allez voir, ça va vous quitter, c'est comme une caresse qui vous quitte. Et de nouveau, mentalement, levez-vous, mettez votre chapeau, etc. Jusqu'à, voyez votre mari. Voilà, il est ce qu'il est. Vous n'avez pas besoin de l'inventer. Vous l'avez aimé comme ça, vous l'avez détesté comme ça. Mais c'est plus le moment ni de l'aimer, ni de le détester. C'est pas la peine. Regardez ses oreilles, regardez son cou, regardez ce qu'il dit pas, regardez comment il respire, regardez comment il se présente, regardez comment ce qu'il va en juge, regardez ce qu'il essaie, regardez ce qu'il espère, regardez ses peurs. Regardez. Et vous aurez tous les éléments pour dire ce qui est fonctionnel. Y a-t-il toujours une vie comme ça sur la Terre, sur une sève de conscience comme ça? Au plus vous vivez avec l'émotion, au plus il y a une forme d'éclaircissement qui se fait. Mais l'éclaircissement n'est pas mental. Si mentalement vous cherchez à être clair, il y aura toujours une forme de confusion. Votre petite sœur, vos parents, vos amis, les gens que vous rencontrez, c'est une émotion en vous. C'est dans cette émotion qu'il y a toute l'intelligence pour fonctionner avec. Cette émotion qu'on n'ait pas le besoin, qu'on n'ait pas l'intention et qu'on n'ait pas la peur non plus. C'est une émotion vraiment par le cœur. Donc vous allez voir, cette émotion va être la clé de la vie finalement. Mais si vous essayez de penser, l'intelligence est confuse. Même l'intelligence qui paraît claire est une forme de confusion. Il y a des confusions qui sont très esthétiques, il y a des confusions que d'autres trouvent très intelligentes, mais quand on regarde bien, c'est quand même une confusion. Donc c'est pas la peine de penser. Vivez avec l'émotion, avec le ressenti. Et avec les gens, mais avec tout, avec les animaux, avec les pierres, quand vous voyez une très belle pierre, une montagne, regardez la montagne, fermez les yeux, sentez la montagne. Toutes les montagnes ne sont pas pareilles. Toutes les montagnes n'ont pas le même poids, la même acidité, la même coloration, la même... Vous êtes tout à fait capable de sentir une montagne. Quand vous voyez un chien, regardez le chien, fermez les yeux, sentez le chien. Tous les chiens ne sont pas pareils. De plus en plus, votre petite sœur, vos parents, vos amis, pensez à eux, fermez les yeux, fermez la pensée, et laissez vivre ce qui est là. Et là, vous allez trouver une facilité, une spontanéité, au-delà de la pensée. Ça, c'est la manière de vivre créative. Merci. J'aimerais poser une question sur la douleur physique. J'éprouve et je ressens beaucoup d'inconfort et de malaise physique depuis de nombreuses années, puis très régulièrement, presque au quotidien. Et je prends soin de mon corps, j'ai fait appel et je continue à faire appel à des gens pour me supporter dans prendre soin du corps, mais il semble que le malaise ou l'inconfort ne se résolve pas nécessairement. Puis je vois que je reste toujours avec ce désir de ne plus vivre avec cette douleur-là au quotidien. C'est ça la vraie douleur. Ça, c'est une douleur qui est inutile. La douleur du corps, c'est ce que c'est. C'est pas fixé, le corps change, la douleur changera. Mais ne pas vouloir vivre avec la douleur, ça c'est une douleur qui se fixe. C'est celle-là qui encombre. Et celle-là,
je dirais, il faut vous libérer. La peur de souffrir est très douloureuse. Est-ce qu'il y a des façons, des processus? Parce que par période, au fil des années, il y a des moments où je pense qu'il y a un détachement de cette douleur psychologique-là face à la douleur physique n'est plus présente, mais ça revient. Bien sûr. Vous pouvez uniquement voir les choses dans l'instant. Vous ne pouvez pas créer quelque chose pour le futur. Vous ne pouvez pas vous dire « j'aurai jamais plus de peur, j'aurai jamais plus de douleur psychologique ». Ça, c'est un imaginaire. Mais vous n'avez pas besoin de ça. Quand la douleur intervient, voyez la résistance à la douleur. Il y a une douleur. Mais voyez combien tout le corps se serre pour ne pas sentir. À tel point qu'à un moment donné, le corps qui se serre pour ne pas sentir la douleur devient douloureux. Et ce qu'on appelle douleur, à un moment donné, vous allez découvrir, c'est en grande partie la tension qu'on a créée pour ne pas avoir mal. Il faut explorer le corps. Mais pour explorer, il faut être disponible. C'est-à-dire, pas avoir de direction. Le corps, c'est un inconnu. Vous avez créé un corps schématique. Quand vous pensez à votre corps, vous pensez avec ce schéma. Ça, vous devez vous rendre compte. Vous ne sentez pas le corps, vous sentez un schéma. Vous sentez un schéma de défense que vous avez créé pour ne pas avoir mal. Ça ne marche pas, mais c'est quand même là. Ce qui est important pour vous, c'est de devenir vraiment intimement présent corporellement. Présent veut dire pas la moindre dynamisme de vouloir pas avoir mal. Parce que là, vous avez déjà essayé. Vous avez vu que ça ne marchait pas. Donc ne pas vouloir avoir mal fait mal. Ressentez la douleur. La douleur n'est pas douloureuse. La douleur est ce que c'est. La douleur est chaude, elle est froide, elle est sèche, elle est humide, elle est immobile, elle est en mouvement, elle est aigre, elle est acide, elle est aiguë, elle est grave, elle est étouffante, elle est gluante, etc. La douleur, c'est un ressenti, ce n'est pas une idée. La douleur n'est pas quelque part. Si vous dites la douleur est dans cet endroit, c'est une défense. La douleur est un mouvement. Vous laissez le point douloureux parler. Le point est mouvement. Et vous allez voir, le corps, c'est une totalité. Quand une douleur qui est dans une localisation du corps, quand vous laissez cette douleur, être douleur ici, être douleur là, la douleur va augmenter dans le corps. La douleur augmente, pas vous. Vous êtes disponible à cette augmentation de la douleur, et vous allez voir quand la douleur va s'étaler dans l'ensemble du corps, quand on la senti dans les ongles, dans les os, dans les oreilles, partout dans le corps, la douleur perd sa caractéristique de douleur. Parce qu'une douleur, c'est quelque chose qui s'est séparé de l'ensemble. Et quand cette même chose réintègre l'ensemble, c'est plus une douleur. C'est la première chose que vous auriez appris si vous avez fait de la boxe. Quand vous recevez un coup, ou vous tendez, ça fait très mal, ou vous absorbez avec tout le corps, c'est très différent. La douleur, c'est de dire non, c'est de résister. La première chose qu'apprend un boxeur, c'est à dire oui au coup. Quand il dit oui, le coup fait plus mal, le coup fait ce qu'il fait. Mais il fait plus mal psychologiquement. Le boxeur sort de son entraînement, il a reçu 300-400 coups, il ne se sent pas agressé. Celui qui ressent dans la rue une gifle de son voisin, qui est 10 fois moins violente, il se sent agressé. Les gifles n'agressent pas, les coups non plus. C'est la résistance qui agresse. Donc vous devez partir à zéro dans l'écoute de votre corps. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe la maturation que vous avez acquise, peu importe, c'est fini, c'est mort. Écoutez votre corps à neuf. Le vieux est neuf. Tout est neuf. Il n'y a que le neuf. Explorez, levez le mot douleur. Explorez ce qui est là. Le mot douleur, c'est un concept. Levez le mot. Explorez la réalité. Donc vous allez découvrir des sensations.
chaud, froid, etc. Vous voyez combien cette sensation est une petite boîte. Laissez cette petite boîte parler. La petite boîte est vivante. La petite boîte va bouger, va bouger. Et puis de nouveau, elle se resserre. Personne ne vous a demandé de l'ouvrir. Quand elle se resserre, qu'est-ce que vous faites? Rien. Vous sentez combien c'est serré. Et quand vous faites rien, vous allez voir ce qui est serré va légèrement bouger, et ça se resserre encore. Et qu'est-ce que vous faites? Rien. Ce n'est pas un échec, parce qu'il n'y a pas de réussite. C'est rien du tout. C'est rien psychologiquement. Et relaissez cette petite boîte être ce qu'elle est. Et puis l'agitation va venir, et puis autre chose va venir. C'est fini. Le lendemain, la douleur est là. Qu'est-ce que vous faites? Rien. Vous écoutez. Vous faites rien pour la lever. Sentez cette douleur. Est-ce que c'est obscur? Est-ce que c'est sec? Est-ce que c'est humide? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est pesant? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est obscur? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est... Laissez parler. Laissez parler. La douleur vous parle. Vous êtes silencieux. Dans votre silence, le corps parle. Une fois, 2 fois, 1000 fois. Vous allez voir petit à petit, il y a un espace qui va se créer. Et au plus l'espace se crée, au plus il y a des moments de convulsion. Ça fait partie du jeu. Laissez faire. Vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas l'empêcher. Laissez faire, laissez faire. Ça prendra du temps. Mais ça va... Vous allez voir que ce que vous appelez la douleur, c'est une réaction. La réaction va se lever. Il y a une douleur ailleurs qui va apparaître. Et qui va être bloquée de nouveau. Laissez faire. Et quand vous laissez faire un blocage, vous allez voir la douleur va changer de place. Elle va de plus en plus grandir. Et vous allez arriver à un moment donné à une douleur complètement froide, complètement psychologique. La douleur du boxeur qui reçoit un coup. Voilà, ça, vous pouvez le faire. C'est déjà énorme si vous laissez la douleur être purement sensorielle. Il n'y a plus jamais la peur de la douleur. La douleur n'est pas tout le temps là. Quand la douleur est finie, c'est fini. Et avant que la douleur vienne, il n'y a pas de douleur. Mais ce qui est douloureux, c'est quand la douleur est finie, il y a encore la mémoire, la tristesse d'avoir eu la douleur. Et avant que la douleur revienne, il y a la peur que la douleur revienne. Laissez la douleur être là que quand elle est là. Et quand elle n'est pas là, elle n'est pas là. Il n'y a rien à penser, rien à anticiper. Au plus vous allez laisser la douleur être là quand elle est là, elle va vraiment pouvoir se vider. Et quand elle n'est pas là, elle ne sera vraiment pas là. Et quand vous la laissez, quand vous ne l'activez pas quand elle n'est pas là, les moments où elle n'est pas là, même si c'est peu de temps, participe du rétablissement aussi. Les 2 moments sont importants. Et ça doit devenir un art. Ça doit devenir une passion d'écouter la douleur. C'est votre voix sur l'instant. Quelqu'un d'autre, c'est un enfant qui risque de partir. Quelqu'un d'autre, c'est... peu importe. C'est votre voix de l'instant. Ce n'est pas quelque chose qui vous empêche, c'est au contraire ce qui va vous amener de découvrir en vous ce qui est profondément libre. Mais il faut l'écouter. Et vous voyez combien le psychisme intervient. La douleur est là, il dit « oh non ». Et immédiatement, je rentre dans un état psychologique. Bon, être à froid, comme un boxeur. Vous verrez le changement. Et dans ces moments, à froid, il y aura des éléments psychologiques qui peuvent monter. Une forme de compréhension, mais pas une compréhension conceptuelle, mais une compréhension qui brûle ce qu'on comprend. Vous allez voir, vous avez compris quelque chose, mais vous ne savez pas ce que vous avez compris. Quand on sait ce qu'on a compris, on n'a pas compris. La vraie compréhension brûle ce qui est compris. Et à un moment donné, le mot douleur sera plus approprié pour vous. Ce que j'entends, ce que je comprends, ce que je ressens, qui a du bon sens, c'est d'être présent, d'être attentif à l'expérience. Et sur un autre côté,
dans la vie, dans le quotidien, les agendas sont pleins. Alors, j'essaie de voir comment... Vous ne pouvez pas être présent. Quand vous voulez être présent, c'est le passé. Mais vous pouvez voir que vous n'êtes pas présent. Vous pouvez voir que vous êtes dans un projet. Vous êtes toujours en train d'aller quelque part. Vous n'avez rien à faire pour ne pas aller quelque part. Vous n'avez rien à faire pour ne pas prendre le train. Mais vous avez à voir que vous êtes toujours en train de prendre le train, d'une manière ou d'une autre. Toujours en train d'aller quelque part, mentalement, affectivement, psychiquement. Mais de le voir à froid. De le voir sans l'idée, je ne devrais pas aller quelque part. Non, vous n'êtes pas libre de votre pensée. Ce n'est pas la peine de vous dire, je ne devrais pas penser ça. Vous ne pouvez pas ne pas penser ça. La preuve, vous le pensez. Vous n'êtes pas libre de vos émotions. Vous ne décidez pas de ce qui vous touche, ce qui ne vous touche pas. Donc, ce n'est pas la peine de... C'est pas la peine de commenter ce qui se passe en nous. Et vous pouvez de plus en plus, par la nature de la vie, vous rendre compte de plus en plus combien, dès qu'on dit ça, hop, dès que vous voyez tel homme politique à la télévision, votre discours se met en route. Dès que vous voyez telle personne dans la rue qui bat son enfant, votre discours se met en route. Dès que vous voyez telle chose qui ne correspond pas à votre idéologie, votre discours se met en route. Ou dès que vous voyez quelque chose qui vous correspond, votre discours se met en route pour la prouver, dire combien cette chose est juste, belle, merveilleuse. Uniquement voir de plus en plus ça. Pas le voir de temps en temps, pas le voir souvent, mais le voir constamment. Et voir, c'est pas une activité. C'est notre nature profonde. Vous n'avez rien à faire pour voir avec un œil. Vous n'avez rien à faire pour entendre avec une oreille. Vous n'avez rien à faire pour sentir avec le corps. La nature du corps, c'est le senti. La nature de l'être, c'est l'écoute. Donc, devenir à l'écoute de la vie, c'est la seule chose que vous ne pouvez pas faire, ça se fait. Ce que vous pouvez faire, c'est de voir que vous n'écoutez pas. C'est de voir que vous êtes toujours dans un projet, dans une intention, dans un jugement. Et au plus vous allez voir ça de manière froide de commentaires, au plus, je dirais magiquement, il y a comme une espèce d'espace qui va se faire en vous, et vous allez sentir comme un peu comme quand vous prenez une jumelle, les anciennes jumelles de la marine, très longues, et vous l'inversez, vous regardez votre pied. Et alors vous allez voir un pied qui est très très loin, mais qui est très très clair. Et c'est très clair parce que c'est très loin. Parce que c'est très loin, c'est très clair. Donc en même temps, vous allez voir avec une très grande acuité vos émotions, vos pensées, et en même temps, cette acuité vous amène à une espèce d'espace. Et cet espace va se développer, et parce que cet espace se développe, l'acuité se développe. Et à un moment donné, vous allez voir que tous vos mécanismes qui vous faisaient partir, qui vous empêchaient dans votre idéologie d'être tranquille, vous allez voir que ces mécanismes n'affectent pas du tout la tranquillité. L'impensable n'est pas dans la pensée. La tranquillité n'est pas empêchée par l'agitation. L'agitation apparaît dans la tranquillité, comme la maladie est profondément une expression de la santé. Donc vous allez pressentir en vous que l'agitation mentale n'agite pas. Vous allez sentir des fois l'agitation, sentir l'intention, vous voulez encore ceci, cela, vous êtes révolté par ceci et par cela, mais vous allez voir que de plus en plus il y a une espèce d'espace qui se nourrit pas de cette agitation. Et par sa nature même, cette agitation, par sa nature même, ce dynamisme de vouloir aller quelque part, de ne pas vouloir aller quelque part, va se réduire. Et même quand l'agitation va revenir, même quand la pulsion va revenir, même quand la peur va revenir, vous allez voir, ces choses-là sont à la surface. La problématique de l'être humain est superficielle. Ce qui est profond, c'est une tranquillité. Il n'y a pas de problème profond. Les problèmes sont superficiels.
les problèmes n'empêchent pas la non-problématique de la vie. Donc au plus vous allez devenir intime avec toute cette problématique, au plus vous allez voir combien la problématique est superficielle. Donc vous ne pouvez pas être tranquille. Vous pouvez voir votre agitation. Vous ne pouvez pas être sans projet. Et vous pouvez voir comme il y a constamment projet. Vous ne pouvez pas être humble. Et vous pouvez voir constamment votre arrogance. Et quand je vois mon arrogance, à ce moment précis, c'est un moment d'humilité. Quand je m'imagine être humble, bien sûr, c'est de l'arrogance. Donc, dans la vie, vous avez uniquement à vous rendre compte de votre arrogance. C'est ça l'humilité. Uniquement de vous rendre compte que vous faites constamment des projets. C'est ça de pressentir le non-projet. Et vous allez voir par la nature des choses, vous aurez de moins en moins l'accent sur le projet, vous avez de moins en moins avoir besoin de vous trouver, d'arriver à quelque chose, de vous sécuriser par telle ou telle pensée, de vous approprier telle ou telle philosophie, de changer de mode de vie. Les changements arrivent, mais c'est la vie. Il n'y a pas de besoin de changer. Vous pouvez être touché par la pensée soufie, ou la pensée taoïste, ou la pensée hindoue, mais vous ne cherchez plus là-dedans. Ça devient des points de résonance, comme un morceau de musique traditionnelle, comme une architecture traditionnelle, comme une poésie, et vous ne cherchez pas là-dedans. Donc vous allez de moins en moins vous chercher dans le dynamisme de la pensée, de l'émotion. Donc, rendez-vous compte quand vous quittez l'écoute. Rendez-vous compte quand vous êtes en train d'espérer, quand vous êtes en train de redouter, quand vous êtes en train de regretter. Et à ce moment-là, vous allez voir, vous êtes mort à la vie à ce moment-là. Que la vie, elle est maintenant. La vie, elle n'est pas avant, la vie, elle n'est pas demain. La vie est dans l'instant. Donc, familiarisez-vous avec ce regard. Surtout pas s'empêcher de faire des projets, parce que c'est un autre projet. Il n'y a rien à s'empêcher dans la vie. Mais voir comment on fonctionne, et ce fonctionnement, voir le fonctionnement, libère du fonctionnement. Il n'y a pas de technique possible. Sinon, ce serait connu. Il n'y a pas de technique pour ne pas prendre le train. Constamment, j'essaie de savoir comment est-ce que je peux faire pour ne pas prendre le train. Il n'y a aucune technique possible. Mais de voir que constamment je suis en train de prendre le train. Il faut le comprendre et ensuite vivre cette compréhension. Une dernière question. Est-ce que cette philosophie-là, vous appelez ça comme ça, ça rend heureux? Vous allez me dire que c'est pas le but, là? Je sais pas. Bon, je le dis comme je le ressens. Le besoin d'être heureux est une forme de fuite de la joie. Tant que vous voulez être heureux, vous fixez la joie sur une situation. Il y aura toujours une forme de confusion. À un moment donné, si on vous disait, voilà, il y a un très grand magicien, un saint homme qui est en ville, qui peut exaucer tous vos désirs, et qui vous demande, voilà, quel est votre désir, vous ne pourriez pas répondre. Et vous ne pourriez pas répondre, je veux être heureux. Parce que ce qui se passe dans l'instant, c'est ça l'infinie richesse de la vie. Demain ne m'intéresse pas, je ne veux pas être heureux demain. Et maintenant, il n'y a pas de place pour être quoi que ce soit, ni heureux ni malheureux. Quand vous avez l'intensité du ressenti, il n'y a pas de place pour un commentaire. Être heureux, c'est un commentaire. Être malheureux, c'est un commentaire. Quand vous sentez la joie, la tristesse, la peine, l'amour, l'émotion, la douleur, il n'y a pas de place. Cette chose est tellement intense, tellement riche, et ça c'est à chaque instant, qu'il n'y a pas de place pour en savoir être heureux, être malheureux. C'est le voisin qui,
s'imagine que quand vous riez, vous êtes heureux, qui s'imagine quand vous pleurez, vous êtes malheureux. C'est son imaginaire, il faut le respecter. Mais quand vous écoutez de la très belle musique, des fois vous avez des larmes. La joie a de multiples expressions. Et souvent le rire et le sourire cachent une très grande misère. Donc l'idée d'être heureux vous quitte complètement. Mais l'idée d'être malheureux vous quitte complètement aussi. Et quand vous imaginez plus être malheureux, vous n'avez pas l'idée de vous imaginer heureux ou non. Ça n'a plus de sens. C'est comme la mort. Quelque chose qui vous quitte, qui meurt vraiment pour vous. Il n'y a personne pour être heureux ou malheureux. La vie ne connaît pas ces catégories philosophiques. Tu as formulé en 2 minutes, c'est pas vraiment ça que je sentais. C'est plus être vibrant à la vie, peut-être, d'avoir une philosophie comme ça te permet peut-être d'être dans une vie intense, émotionnellement, émotivement, puis c'est peut-être là l'intérêt, au fond, pour... C'est la vie qui vous transmet son intensité. La philosophie est misérable, n'amène rien. Vous pouvez lire toutes les études les plus profondes des grands maîtres spirituels, c'est pas ça qui vous ouvre la vie. Mais la peur de la mort, une femme qui vous quitte, un ami qui meurt, un problème physique, quelque chose qui vous aime, qui vous échappe, c'est là où vous trouvez l'intensité. C'est là où vous devez découvrir la vie. Ou la beauté d'une pièce de théâtre, l'émotion d'une poésie, de regarder un nuage, ou de regarder un enfant qui court. C'est là où vous devez trouver la beauté. La philosophie ce qu'on entend ici par philosophie n'a pas de sens. Il n'y a pas à étudier une philosophie pour être heureux, pour pressentir la vie. Mais si vous avez une résonance avec les textes islamiques, taoïstes ou hindous, pourquoi pas? Mais il faut le faire par le cœur. Pas le faire... si vous n'êtes pas chrétien, c'est pas la peine d'aller à l'église. Le chrétien va à l'église par le cœur. Donc, ce qu'on fait, on le fait par le cœur. Ça n'apporte rien d'être chrétien, ça n'apporte rien de faire des arts martiaux, ça n'apporte rien de faire du yoga, ça n'apporte rien de faire du violon. Mais celui qui s'exprime sous une forme comme ça, le fait par le cœur. Donc ce que vous faites n'apporte rien, c'est ça qui en est la profonde liberté. C'est parce que ça n'apporte rien que ça contient le sens ultime de la vie. Tout ce qui sert à quelque chose ne sert à rien. Et ce qui sert à rien, c'est ça le cœur de la vie. Quand vous pressentez que les choses ne servent à rien, c'est là que vous pressentez simultanément une immense liberté. Mais quand quelque chose sert, ça ne sert vraiment à rien. C'est un imaginaire. Il n'y a pas d'introduction, il n'y a pas non plus de conclusion. Merci.